prévoient les textes, est-ce que la candidature du chef de l'État est passée au niveau des LECAM? Le recours introduit par Léon Teller-Onana au Conseil constitutionnel a été voté en touche. Donc finalement, Paul Biya est le candidat du RDPC à cette élection présidentielle. Est-ce qu'il y a encore possibilité, selon les textes, que le RDPC ou que le président Paul Biya décide d'abandonner et de remplacer sa candidature par quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Mais je voudrais, avant toute chose, signaler que dans la vie aujourd'hui, il n'y a pas que les politiciens, il n'y a pas que les citoyens. Ceux qui passent même mieux les messages, ce sont les artistes. Vous avez vu ce que Mewe a fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce que Kossi vient faire au Cameroun aujourd'hui, je pense que c'est tout le monde qui doit monter, qui doit aller au promontoire pour susciter l'attention du chef de l'État, pour indiquer qu'il a déjà un certain âge, il a beaucoup donné. Vous savez, lorsque j'étudiais ma thèse, je faisais ma thèse de doctorat, je me suis rendu compte que le président de la République est aux affaires depuis 24 ans au Cameroun. Donc, il est rentré, il avait 24 ans. Il était directeur. Il était âgé de 24 ans. Il était âgé de 24 ans. Voilà, il était âgé de 24 ans. Et à partir de là, il a commencé à écumer les plus hautes fonctions de l'État du Cameroun. Il a été, on ne le sait peut-être pas, il a été directeur du cabinet civil. Il a été cumulé d'ailleurs. Cumulé entre directeur du cabinet civil et secrétaire général. Et vous savez, la question anglophone, le problème anglophone avait commencé à se poser depuis, et je pense qu'il est l'une des personnes que le président Ahidjo avait envoyé pour essayer de taire les tensions. Et c'est la raison pour laquelle cela lui a valu dans le poste de Premier ministre, parce que les gens ne savent pas. C'est parce que Paul Biya va donc taire les tensions du côté de la partie anglophone que le président Ahidjo estime que voilà quelqu'un en qui on peut faire entièrement et aveuglement confiance. C'est ce qui lui vaut dans la nomination de Premier ministre en 1975. Et plus tard, justement, il devient le défunt constitutionnel par la grande révision de 1979, où il est fait justement le défunt constitutionnel, et en 1982, lorsque le président Ahidjo démissionne, on applique la Constitution. Mais maintenant, je vais vous indiquer que c'est inscrit dans le code électoral, je ne l'ai pas précisément la disposition. L'article 128. Oui, je vais voilà, lire l'article 128, alinéa 1. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Alinéa 2, ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel. Voilà. 3 jours. 3 jours, 72 mais la préoccupation de nos auditeurs, ici on dit si un candidat présenté par un parti est déclaré inéligible. Mais pour le cas du candidat Biya, il est éligible. Donc est-ce que ça s'applique également pour ce cas-là? Oui, bien sûr. Écoutez, ça s'applique effectivement parce que on indique, il peut arriver que le candidat qui a été régulièrement choisi puisse avoir un problème, parce que s'il décède entre-temps, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Vous voyez? Donc on applique, donc on remplace avant, 3 jours après. Donc il n'y a pas un vide juridique. Il n'y a pas un vide juridique. Mais maintenant, si les 3 jours sont passés et par exemple le candidat décède, on va juste disqualifier la liste. Si les 3 jours sont passés. Bien sûr, c'est-à-dire que, imaginez-vous qu'après les 3 jours, le candidat qui a été régulièrement choisi n'y est plus. Peut-être pas les besoins de moi. Essayez de lire l'article, ce qui suit. Alors, l'article 129, c'est ce qui suit. Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur ou au sigle ou au symbole adopté par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Article 30. Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel. Alinéa 2, le recours n'est pas suspensif. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur Lujan? Ça veut dire que le recours ne suspend pas l'évolution de la procédure. D'accord. Il n'est pas suspensif. Alinéa 3, il en est donné acte par le Conseil constitutionnel. Alinéa 4, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Linéa 5, la requête est communiquée à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace écrite puis affichée au Conseil constitutionnel dans les 24 heures suivant le dépôt de la requête. Les mémoires en réponse sont déposées dans les 24 heures, là, en ce qui concerne bien sûr. Alors, Flore, l'explication qu'on vient de donner, c'est simplement que une fois que le Conseil électoral a rendu la liste, parce que c'est d'abord une liste provisoire, puisqu'il va s'ouvrir un prix contentieux, dès que le Conseil électoral a vidé donc c'est la liste des candidatures arrêtées. Oui. Maintenant, on précise que les candidatures qui ont été rejetées ou qui ont été disqualifiées ont donc la possibilité, c'est-à-dire que ces leaders peuvent donc juridiquement faire valoir leurs droits lésés en saisissant le Conseil constitutionnel. Et pour cela, ils ont 2 jours. Et le test poursuit en indiquant qu'une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, il a 10 jours pour vider le contentieux. Et maintenant, après donc que le Conseil constitutionnel a définitivement arrêté la liste des candidatures déclarées, on peut, dans le délai de 3 jours, procéder à un remplacement d'un leader. C'est-à-dire qu'il faut l'expliquer de la manière la plus simple. Tout à fait. Et cela est donc possible 3 jours après que le Conseil constitutionnel on est définitivement en connaissance de la liste de tous les leaders politiques dont les candidatures ont été déclarées officiellement recevables. Mais moi, je suis intéressé par le mécanisme à l'intérieur des partis politiques. Est-ce au cours d'un congrès ou alors dans le bureau va se réunir on va dégager ces candidats-là? On va s'attarder là-dessus. Emmanuel Coco, professeur Luison Essomba est donc notre invité. Je rappelle que nous aurons également Patrick Obama du PCRN. Chargé des élections. Chargé des élections dans cette formation politique. Moi, la question était de savoir, au sein des formations politiques, parce qu'à la suite de l'article 129 qui donnait la possibilité, je crois c'est l'article 128 qui donne la possibilité à une formation politique de remplacer son candidat si jamais celui-ci est frappé d'une illégibilité. Alors, je me demandais quel est le mécanisme dans les partis politiques pour dégager donc ce remplaçant. Oui, cela dépend. Pas un congrès, le bureau? Oui, on commence à citer déjà à partir de l'article 127, 127 qui dispose clairement que lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du parti. Et à l'initiative du parti veut dire qu'au sein des instances dirigeantes du parti, par exemple, comme c'est le cas pour le RDPC, vous savez que c'est le Congrès qui élit le président national. Lorsqu'on lit le statut du RDPC, je crois que c'est l'article 19 qui indique très clairement que le Congrès élit le président du parti. Donc, et effectivement, on rentre donc dans les statuts internes pour essayer de voir est-ce que c'est le Congrès, est-ce que c'est une commission ou un bureau spécifique, parce que chaque parti politique a spécifiquement son fonctionnement, qui n'est pas exactement le même comme les autres. Donc vous voyez un peu, il y a dans certaines formations politiques où c'est le Congrès, dans d'autres où c'est le bureau politique, dans certains encore où c'est par exemple un directoire qui a été mis en place pour essayer de désigner qui peut assurer les destinées du parti. Ou même ailleurs, automatiquement le premier vice-président. Voilà. Tout à fait. Oui, ça dépend des statuts. J'aurais une question à poser au professeur. Oui. Professeur, pour le cas du RDPC, où il y a l'article, je crois, 27 alinéa 3, qui indique clairement que le président du parti est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Si le cas de figure que vous évoquez arrive, quel est le mécanisme que prévoit les textes du RDPC pour remplacer? Est-ce qu'on va convoquer dans l'urgence? Je pense que c'est également au-delà de l'article que vous avez cité, c'est l'article 19 alinéa 1 ou 2 de ce statut qui indique que le président peut être dans ce cas-là désigné, pas plutôt par le Congrès, mais par le bureau politique. Vous voyez un peu? Donc c'est en fonction, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des dispositions particulières appartenant à ou à chaque parti politique. Et dans le cas d'espèce, justement, on vous indique que le bureau politique peut procéder donc au choix du candidat si éventuellement il tombe sur le coup de l'article 127 ou 128 du code électoral. Mais est-ce qu'avec notre environnement actuellement où on voit il y a des camps qui s'opposent et tout ça, et si le bureau politique ne parvient pas à trouver un candidat consensuel, ils doivent le faire, puisque les institutions juridictionnelles ne vont pas se substituer
aux membres du parti. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque le Conseil constitutionnel veut véritablement rechercher les preuves, là, nous sommes dans un rôle de pouvoir inquisitorial du Conseil constitutionnel. Il se réfère tout simplement au statut interne des partis politiques. Pour trancher. Donc, ils ne peuvent pas faire autre chose que de s'appuyer sur les statuts des partis. Le Conseil constitutionnel a rendu hier une série de décisions cruciales, on en parlait, et souvent sans appel, injustifiées, infondées, irrecevables. Voilà les mots qui ont fusé hier au Conseil constitutionnel. Entre autres, qu'est-ce que ça signifie pour le citoyen lambda qui commence par la première expression. Première expression, injustifiée. Voilà. Lorsque les membres du Conseil jugent une décision injustifiée, bref, un recours injustifié, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous n'avez pas rapporté les éléments qui entraînent la conviction de la recevabilité de votre dossier. Quand on dit injustifié, ça veut dire que vous n'avez pas pu justifier. C'est-à-dire qu'en apportant des éléments probants qui puissent entourer le fait qu'on vous confère la raison. Donc, c'est ça l'expression injustifiée. Ça veut dire que votre dossier ne peut même pas évoluer d'un pas. Ne peut pas évoluer. Peut-être pour parler terre à terre comme au quartier, vous vous plaignez de quelqu'un qui vous a insulté ou il a volé. Voilà. Et vous n'avez pas à rapporter la preuve de ce qu'il vous a fait. Vous portez plainte, mais vous n'arrivez pas à apporter un élément qui prouve qu'effectivement, sauf si je me trompe. C'est bien ça, bien ça, injustifié. Et lorsqu'on dit infondé? Oui, infondé veut dire également, ça rejoint presque la même démarche. Ça veut dire qu'infondé veut dire que vous n'avez pas réuni les éléments nécessaires probants qui fondent la décision, qui poussent à vous donner raison. Okay. Donc, ça veut dire que infondé, ça veut dire qui n'a pas un fondement, quoi. Qui manque de fondement. Oui, qui manque un fondement. Pour ne pas dire que vous avez menti. Voilà, justement. Irrecevable. Voilà. La star de 2018. Alors, dès qu'on progresse seulement, les avocats, ils parlent, dès qu'ils finissent. Alors, c'est dans un calme qu'on lui connaît que le président du conseil dit. Irrecevable. Non recevable. Irrecevable. Que signifie irrecevable dans le cas des recours introduits au conseil? Oui, on ne prend que recevable, c'est-à-dire que vous avez, quand on dit déjà irrecevable, cela veut dire que certainement des éléments de forme ou de fond n'ont pas été respectés. Je prends un exemple. Lorsque le conseil électoral a publié la liste des candidatures retenues, le test vous dit, le code électoral vous dit, vous avez 72 heures pour saisir le Conseil constitutionnel. Et si vous venez saisir le Conseil constitutionnel à plus de 72 heures, votre recours est déclaré irrecevable. C'est-à-dire que vous n'avez pas respecté les délais de procédure. Même si au fond, vous aurez raison. Parce que dès lors que la forme est rejetée, le juge ne peut pas examiner le fond. Vous voyez? Bon, maintenant, vous ne pouvez pas aller saisir le Conseil constitutionnel pour une question de divorce. Ça ne relève pas au fond de sa compétence. Et donc, il dit irrecevable. Est-ce qu'une décision, bref, un recours peut être recevable mais rejeté? Oui, bien sûr, à la forme. On reçoit si vous avez respecté les délais de procédure. Oui. Vous avez régulièrement saisi le Conseil constitutionnel. Mais maintenant, au fond, comme on le disait tout à l'heure, vous n'arrivez pas à rapporter les éléments probants ou du moins, vous n'arrivez pas à réunir tout ce qui peut permettre à vous donner raison. C'est-à-dire les éléments susceptibles qui poussent à vous donner raison par rapport à la requête que vous avez formulée. Donc, la forme est parfois irrecevable si vous avez respecté les délais de procédure, si vous avez respecté les éléments qui structurent la procédure. Mais maintenant, au fond, vous pouvez ne pas rapporter les éléments qui peuvent être de nature à permettre que le juge vous donne raison. Lorsqu'on dit qu'un recours est rejeté pour défaut de fondement, ça a été le cas hier de la requête de Kissop Bertin qui demandait la récusation du conseil lui-même. Oui, on peut récuser. Ce que je sais, ça c'est un peu dans le plan pénal. Rejeté pour défaut de fondement. Comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fondement veut dire que vous n'avez pas les éléments de fond, les éléments probants qui vous amènent, qui permettent justement qu'on statue sur la demande ou sur la requête que vous avez soulevée devant le juge. Mais ce que je sais, peut-être que je ne parle pas de manière péremptoire sur la question parce que ça relève un peu des questions pénales. Ce que je sais, c'est qu'on a souvent récusé les juges de grande instance, de première instance, mais généralement, les juges du Conseil constitutionnel sont irrécusables. Oui. Parce que j'ai suivi hier les avocats de Léon Télé Onana ont commencé par là, éliminer litige, c'est-à-dire en début
de leur plaidoirie, ils ont commencé à remettre en cause l'impartialité du président du Conseil constitutionnel en lui disant qu'il avait assisté à une réunion du DEMSO, un truc comme ça, où il a validé, voilà, il a signé, il aurait signé un appel, je crois, à la candidature du président Paul Biya, et on leur a rappelé que le juge du Conseil constitutionnel ne peut pas faire l'objet des récusations parce qu'il provient d'une nomination du chef de l'État. Parce que vous savez, il faut pouvoir indiquer aux Camerounais que le Conseil constitutionnel qu'il voit là a d'abord, un statut politique. Par son essence, c'est-à-dire la qualité des autorités qui nomment ses membres. On vous dit le président de la République nomme 3, parmi lesquels le président. Ouais. Et le président qui a voix prépondérante. Ça veut dire que si les 10 membres du Conseil constitutionnel se neutralisent, la voix, seule qui va compter, c'est celle du président. Et c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas toléré le fait de ce que M. Clément Atanga puisse assister à une réunion. Même si son avocat avait estimé qu'il n'avait pas pris part ou bien il n'avait pas été signataire, mais le seul fait simplement de prendre part. Et qu'il était parti avant, parce bien que, sûr. Ça, c'était justement l'avis de son avocat. Le décret de 2004 qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel indique que les membres doivent être d'une notoriété reconnue. Ils doivent être impartiaux. Vous voyez, faire preuve de neutralité, d'impartialité, de notoriété reconnue. C'est-à-dire qu'ils ne doivent même plus, même si c'était une association du quartier, ils ne doivent plus y figurer. Parce que cela devient, au regard de la charge qui leur est consignée, qui leur est assignée, ils doivent se départir de toutes ces associations pour faire preuve de neutralité. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les avocats ont commencé par là, de l'Étéon, le Télé-Onana, mais finalement on a bouté en touche en leur disant que ce sont des juges irrécusables. Alors, il y a également la mise en délibéré. Deux affaires hier ont été mises en délibéré pour aujourd'hui. C'est-à-dire l'affaire Anissé Kané, bref, Manidem, Maurice Kamto, Minat et bien sûr Dieudonné Yebga. L'autre affaire concerne notamment le MP de Hilaire Zipan. Oui. Donc alors, voilà les deux affaires qui ont été mises en délibéré pour aujourd'hui. Oui, quand on dit mise en délibéré, ça veut dire qu'on a laissé en instance la question pour la régler le lendemain, ou bien à plus tard. Est-ce que les avocats vont encore venir exposer, bref, faire leur plaidoirie, ou alors juste le verdict. On va juste rendre le verdict? Non, il y aura encore un moment d'échange. Et ça, c'est si le président le veut. Parce que c'est lui qui dirige l'audience. S'il estime qu'il peut encore ouvrir les débats pour assurer les plaidoiries des avocats, il le fait. Mais s'il juge que ce n'est pas opportun, il peut donc venir vider le contentieux. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la mise en délibéré d'une affaire? Puisque hier, la plupart des recours ont connu ont été vidés immédiatement, ont connu leur sentence, entre guillemets. Mais pour le cas de ces deux affaires, on les a renvoyées à demain. Qu'est-ce qui peut expliquer? Est-ce que le président s'est dit il a besoin d'autres éléments avant de rendre la décision, ou simplement c'est parce que c'était déjà très surchauffé? Pour le cas, par exemple, du Manidem, il faut préciser que l'audience a duré plus de 3 heures de temps. Oui, Marie-Flore Massala, il faut préciser que lorsqu'une affaire est mise en délibéré, le juge peut utiliser cette stratégie pour pouvoir rassembler autant de preuves. Parce que, vous voyez, le juge est également dans sa fonction inquisitoriale, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche des preuves. Le juge peut renvoyer pour essayer de rassembler autant que possible les preuves, mais le juge peut aussi renvoyer pour qu'il ait le temps, avec ses autres membres, de prendre une décision qui puisse être la décision la plus normale, la décision la plus juste, la décision la plus équitable. Parce qu'on se rend compte que dans une décision, empressée, le juge peut estimer qu'ils peuvent se perdre. Et sur des affaires telles que celles que vous avez citées, ils ont besoin donc du recul pour essayer de prendre une décision. Parce que, Florent Massala, le juge constitutionnel est juge de l'opportunité politique. C'est-à-dire qu'en réalité, l'ODI veut dire que le juge du Conseil constitutionnel peut réhabiliter une candidature qui a été préalablement rejetée par l'ECAM. En faisant quoi donc? En jouant de ses pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'en prenant du recul
par rapport à la sentence qu'il faut prendre pour qu'il il juge mieux, il apprécie mieux. Parce que je vais vous dire, dans sa fonction politique de juge constitutionnel, il a l'obligation d'assurer l'ordre public. C'est-à-dire, si le juge estime qu'en invalidant telle liste, cela peut dégénérer sur le plan social, il prend ses une déflagration sociale, le juge prend donc sur lui de réhabiliter la liste. On dit donc qu'il est juge de l'opportunité politique. Parce qu'il doit assurer la paix. Et si se déclare incompétent, ça veut dire quoi? Lorsque le conseil ou alors un tribunal se déclare incompétent, ou une instance se déclare incompétent. C'est-à-dire que quand on dit le juge se déclare incompétent, cela veut dire que les matières qui lui ont été soumises ne relèvent pas de sa compétence. C'est-à-dire qu'il n'a pas qualité pour connaître de cela. Je vous ai pris un exemple. Si vous saisissez le juge constitutionnel pour une affaire de divorce, il va vous dire que, mon frère, ça c'est un domaine sur lequel la Constitution ne me confère pas les pouvoirs. Mais à ce moment, professeur Luison et Somba, est-ce qu'il y a une différence entre le droit public et le droit constitutionnel? Est-ce qu'il y a une différence? Non, le droit constitutionnel, c'est le droit public. C'est une partie du droit public. C'est une partie du droit public. En fait, le droit constitutionnel, c'est le droit public. C'est-à-dire que quand on dit droit public, c'est le droit qui intéresse les rapports entre les institutions et le peuple. Et le droit privé? Le droit privé, c'est les rapports entre l'État et les particuliers et les citoyens. Et dans le droit public, tu as le droit administratif. Voilà. Tu as le qui droit intéresse les institutions. Voilà. D'accord. Autre élément, aujourd'hui, on a par exemple, on évoquait tout à l'heure l'affaire Moulende et Christiane contre Hilaire Zipan et les CAM et le MINAT. Pour ce cas, il est différent légèrement du cas de l'affaire Maurice Kamto Manidem contre les CAM et le MINAT et bien sûr Dieudonné Yepga. Il est différent parce que dans la première affaire Kamto Yepga, MINAT et les CAM, les dossiers avaient été rejetés. Les dossiers des candidatures avaient été rejetés de Kamto et Dieudonné Yepga. Par contre, Zipan avait été accepté par les CAM et maintenant attaqué par Madame Moulende Christiane. Est-ce que dans ce cas, le Conseil constitutionnel hier a dit cette affaire est mise en délibéré pour aujourd'hui. On attend certainement la décision aujourd'hui. Est-ce que c'est se dire, et les CAM n'avaient pas jugé, n'avaient pas eu tous les éléments probables pour donner la décision avant, ou alors certainement ça va rejoindre la deuxième affaire, on a besoin de temps peut-être pour analyser davantage tout. Non, Florent Massala, il faut préciser, et c'est le test qui est clair. Le test dit que les candidatures rejetées ou même celles acceptées, vous voyez, c'est le test, je crois que c'est 128, si je peux me retrouver. Donc, mais c'est la loi comme le cas de Tiroma, qui estime que Cabral-Libi. Ce n'est pas un acquis lorsque le Conseil électoral a publié la liste. Ça peut toujours faire l'objet d'un recours. Donc, les candidatures rejetées ou celles acceptées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Et je pense que c'est ce qui est fait dans l'affaire Hilaire Zipan. Vous avez vu, ça ne souffre d'aucune contestation. Comme Cabral-Libi. Cabral-Libi. Vous avez vu que devant le Conseil Issa Tiroma, vous avez non mis que maintenant devant le Conseil constitutionnel, les gars sortent les armes à feu pour essayer de dégainer rapidement. Professeur, j'avais une préoccupation. Vous avez dit tout à l'heure que la nomination des membres du Conseil constitutionnel a une haute portée politique. Bien sûr. Est-ce que il peut y avoir des cas de figure où on fait une mise en délibéré pour, par exemple, peut-être que la plus haute autorité qui a nommé peut prendre l'ampleur de la situation en tant que chef supérieur aussi de la magistrature, recommander au président du Conseil constitutionnel de dire le droit est rien que le droit. C'est une question pertinente, Chuniat. Et c'est en cela que vous êtes un bon journaliste. Merci beaucoup. Parce que, je vais vous dire, cela a fait l'objet d'un débat entre nous, les doctrinaires. Parce que vous convenez avec moi que dans la nomenclature de la nomination de ces 11 membres, il est indiqué clairement que le président de la République nomme 3, parmi lesquels le président. Le bureau politique de l'Assemblée nationale nomme 3. Le bureau politique du Sénat en nomme 3 et le Conseil supérieur de la magistrature en nomme 2.
Alors, ce qui se passe, si nous suivons dans la nomenclature venant des tests, ça veut dire que le président de la République devait prendre un décret unique qui nomme ses 3 membres, parmi lesquels le président. Le bureau politique de l'Assemblée nationale prend aussi un arrêté qui nomme les 3 autres. Mais au final, on se rend compte que c'est un décret unique du président de la République qui nomme les 11 membres. Donc cela, pour nous, commence, tout le plan juridique, au plan juridique, commence à nous poser un problème. Séparation de pouvoir. Vous voyez? Donc, en réalité, on devait avoir... Mais on se rend finalement compte que c'est le président de la République qui nomme tout ce monde-là. Parce que quand vous prenez le président de la République, il est du RDPC. Le bureau politique de l'Assemblée nationale, majoritairement RDPC. Le bureau sénatorial, majoritairement RDPC. Et c'est le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Donc vous convenez que... Qui nomme les membres. Au total, c'est lui qui nomme tous les 11 membres. Parce que si le bureau politique de l'Assemblée nationale lui propose 3 et que le président de la République n'est pas favorable à cette nomination, il ne pourra pas prendre un décret qui le nomme. Donc nous aurons voulu que, dans l'esprit et la lettre de la loi, chaque institution nommante puisse respecter le champ de l'autre. Son couloir. C'est-à-dire que respecter son couloir. Et vous voyez aujourd'hui que c'est un décret unique du chef de l'État qui nomme tous les 11 membres. Et je vais vous dire, ce que nous constatons, c'est simplement que ceux qui sont nommés, la nomination crée généralement un rapport de subordination. C'est-à-dire que les juges du Conseil constitutionnel, on se pose tous la question, peuvent-ils tuer le devoir d'ingratitude? C'est-à-dire devenir ingrat vis-à-vis de celui qui t'a nommé. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la production scientifique que j'ai menée sur le Conseil constitutionnel, j'indique que les membres du Conseil constitutionnel doivent être élus. Ils ne doivent pas être nommés. Là, le rapport d'insubordination va disparaître. Aussi, il faut leur assurer... donne les pleins pouvoirs. Bien sûr. Aussi, il faut leur assurer un mandat à vie. Parce que lorsqu'on dit que, vous vous rappelez, ils avaient d'abord un mandat de 9 ans. On a ramené à 6 ans. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à 9 ans, ils avaient un mandat plus grand que celui du président de la République. Et ils pouvaient oser. Qu'est-ce que les gars ont fait? Dans la loi 2004, ils ont ramené le mandat à 6 ans. Et pour dire que c'est un mandat renouvelable une fois. Donc il te tient en fait. Ça permet de maintenir la dépendance morale et symbolique du nommé vis-à-vis de celui qui a nommé. En tout cas, moi je retiens que lorsqu'on vous nomme, il y a un rapport de subordination qui est créé. Bien sûr. Toi, je te nomme... Tu me nommes pas. Mais parmi les affaires qu'on a également écoutées,